Parce que la vie sans musique serait une erreur. Du 78 tours au streaming. Ce n'est que de la musique. 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 Le podcast qui ne manque pas d'air. That's it. Bonjour tout le monde et bienvenue dans la capsule 10.1 de Ce n'est que de la musique, le podcast qui ne manque pas d'air. Alors le printemps approche, mais avant ça, on va revenir sur des événements, des albums, des chansons, des artistes, des groupes qui ont un rapport avec le mois de mars, des années en 4. Vous savez maintenant bien intégrer le principe du podcast. Et on commence donc par mars 1954. Il n'y a rien de plus frustrant que de voir vous passer sous le nez le gros lot, alors qu'on vous a donné le numéro gagnant du prochain tirage de la super cagnotte de l'euro-million. Oh, c'est ballot, hein. Eh bien, c'est exactement ce qui est arrivé à Sunny Day. Avec son groupe, le 20 mars 1954, il enregistre ça. Ce que vous entendez, c'est la première version gravée sur vinyle de Rock Around the Clock, qui sera repris 3 semaines plus tard par Bill Haley et ses Comets, et qui deviendra le premier vrai tube rock, et donc un morceau de la grande histoire de la musique populaire. Mais revenons en 1952, quand Max Friedman et James Myers écrivent une chanson en s'inspirant d'un morceau de 1945, The Syncopated Clock. C'est le petit battement de l'horloge qui retient leur attention pour créer une nouvelle chanson. Consciemment ou inconsciemment, le duo a aussi s'inspiré d'Hank Williams, une des figures les plus importantes de la musique country, et du phrasé de Move It On Over, paru en 1947. C'est vrai qu'il y a une ressemblance avec la version de Bill Haley. En 1953, Bill Haley et ses Comets rencontrent le succès avec leur premier single, Crazy Man Crazy, une chanson qui serait la première chanson de rock'n'roll diffusée à la télévision nationale américaine. Crazy man crazy, crazy man crazy, crazy man crazy, oh man that music's gone. Et c'est pour cette raison que Friedman et Myers ont proposé Rock Around the Clock à Bill Haley. Il la joue lors des concerts, mais son producteur, Dave Miller, lui interdit formellement de l'enregistrer. Le producteur était alors en conflit avec Myers, et donc il ne voulait absolument pas faire affaire avec lui. Et pourtant, Bill Haley a bien essayé de passer outre les volontés de son producteur, en amenant plusieurs fois la partition au studio. Mais, à chaque fois, Dave Miller la déchire avant que les musiciens n'aient le temps de la jouer. Finalement, James Myers offre la chanson à Sunny Day, qui en fait une version différente de celle de Bill Haley, et obtient avec Rock Around the Clock un petit succès dans la région de Philadelphie. Si Sunny Day peut regretter de ne pas être resté dans l'histoire, alors qu'il lui aurait suffi sans doute de copier ce que Bill Haley avait fait de Rock Around the Clock, il y en a un autre qui peut se mordre les doigts, pour rester poli, c'est Dave Miller. En effet, Bill Haley quitte le label de Miller au printemps pour signer chez Decca, et la première chose qu'il fait, c'est d'enregistrer sa version de Rock Around the Clock. Chanson qui ne sera que la phase B d'un single sorti en mai 54, 13 Women and Only One Man in Town. Tout un programme. Last night I was dreamed about the H-bomb. Well, the bomber went off and I was caught. I was the only man on the ground. Bon, mais comment la phase B d'une chanson qui a certes intégré les charts américains, mais qui n'a pas non plus cassé la baraque, comment donc Rock Around the Clock est devenu le premier titre rock à se classer à la fois numéro 1 du top 100 US et du top 40 britannique? Ça, vous allez bientôt le savoir. Mais d'abord, il y a la question du quand. En effet, Bill Haley a enregistré sa version début avril 54 et 13 Woman fut disponible dans les bacs le 20 mai 1954. Et c'est seulement le 9 juillet 1955 que Rock Around the Clock est devenu numéro 1 aux États-Unis pour rester 8 semaines en tout. Alors les Anglais ont été plus réactifs car la chanson est entrée une première fois dans leur top 40 en janvier 55, même si c'est en novembre seulement que Rock Around the Clock s'est hissé à la première place du top 40 anglais. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre mai 54 et juillet 55 ? En mars 1955 sort le film Graines de violence, Blackboard Jungle dans sa version originale, un film qui évoque les rapports difficiles entre un professeur débutant et ses élèves dans un lycée professionnel. Bon, en gros, d'un côté, on a une bande de jeunes qui foutent le bordel et sèment le chaos, parfois de façon violente, et de l'autre, soit des jeunes profs compréhensifs et qui veulent les mener sur le chemin de la rédemption, soit des vieux profs autoritaires et rigides qui ne pensent qu'à sévir. Et quelle chanson ouvre le générique du film ? Rock Around the Clock, bien sûr. You are now listening to Rock Around the Clock. This is the theme music from MGM's sensational new picture,
Blackboard Jungle. La jeunesse adolescente va se précipiter pour voir le film, et parfois l'ambiance va être explosive dans les salles puisqu'on assiste à des scènes de violence et de vandalisme au cours des séances. Graines de violence va alors être interdit dans plusieurs grandes villes américaines, notamment à Atlanta, où dans un journal local on pouvait lire « Ce film est immoral, obscène, licencieux et va défavorablement affecter la paix, les valeurs morales et l'ordre de notre ville ». Évidemment, ça donne au film une certaine aura auprès de la jeunesse américaine qui va faire de Rocker on the Clock l'hymne de la rébellion adolescente, mais également en faire un événement historique. Comme l'a écrit Raymond Desfossés dans son livre Rock Étoile, la musique du générique de Graines de violence, le fameux Rocker on the Clock par Bill Haley, c'est le point de départ, l'année zéro de l'histoire du rock'n'roll en 2 minutes et 8 secondes, la rupture est là. Eh bien, revivons ensemble ce moment d'histoire en écoutant enfin la version de Rocker on the Clock par Bill Haley et ses Comets, une chanson dont la première version gravée sur vinyle par le pauvre Sonny Day que tout le monde a oublié, date de mars 1954. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your glad rags on, join me home. We'll have some fun when the clock strikes 1. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. When the clock strikes 2, 3 and 4, if the band slows down, we'll yell for more. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. When the chimes ring 5, 6 and 7, we'll be right in 7th heaven. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. Oh, when it's 8, 9, 10, 11, 2, I'll be going strong and so will you. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. When the clock strikes 12, we'll cool off and start rocking around the clock again. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. Bonjour tout le monde et bienvenue dans la capsule 10.2 de Ce n'est que de la musique, le podcast qui ne manque pas d'air. Alors même si aujourd'hui c'est moins vrai, la radio a très longtemps été prescriptrice de musique et son mode de consommation principal. C'est grâce à la radio qu'on découvrait les dernières chansons de nos artistes ou groupes favoris, ce sont les animateurs radio qui nous présentaient les nouveautés, et puis les amateurs de genre un peu underground devaient se contenter d'émissions spécialisées. Bref, la radio était souvent une des meilleures amies de tous ceux qui aimaient la musique. Aujourd'hui, elle est de plus en plus supplantée par YouTube, par les plateformes de streaming et leurs algorithmes. Mais aujourd'hui dans cette capsule, nous allons célébrer la radio car le 28 mars 1964 voyait le jour Radio Caroline, la plus célèbre des radios pirates. Hello and happy Easter to all of you. This is Christopher Moore with the first record program on Radio Caroline. Un événement attendu par toute une génération de jeunes anglais, car depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, il n'y avait que 2 stations de radio qui couvraient le royaume. Tout d'abord la vénérable BBC, qui détenait un véritable monopole d'État, monopole contesté avant la guerre, mais aucune radio privée n'a redémarré après 1945. Une BBC à l'image de ce qu'on imagine de cette institution dans les années 50 et début 60, bien élevée, rigide, fidèle aux traditions et aux valeurs de l'establishment. La seule concession à la jeunesse, et à la musique pop au sens large, se passait le samedi avec le décompte des charts l'après-midi et une émission le matin, le Saturday Skiffle Show, qui deviendra tout simplement le Saturday Show quand la mode du skiffle aura disparu en Grande-Bretagne. Saturday Club. Et comme vous l'imaginez, les teenagers attendaient autre chose. Hormis la BBC, outre-Manche, on pouvait capter Radio Luxembourg.
For all that's worthwhile, your radio dial is on Radio Luxembourg. Une radio commerciale qui passait la musique à la mode de l'époque, mais avec une qualité d'écoute acceptable depuis l'Angleterre, uniquement à partir du moment où la nuit commençait à tomber. Alors quand je dis radio commerciale, bien sûr, il y avait de la pub à l'antenne, mais en fait, des créneaux étaient vendus au label, et pendant 15 ou 30 minutes, l'animateur passait non seulement des chansons issues de la même maison de disques, mais en plus, il changeait de disque toutes les 60 secondes pour pouvoir promouvoir un maximum de 45 tours. Pas idéal donc pour l'auditeur. Au début des années 60, Ronan O'Reilly, irlandais d'une petite vingtaine d'années, issu d'une très bonne famille, vient à Londres et commence à fréquenter le milieu musical. Il va entre autres brièvement aider les Rolling Stones au début de leur carrière, il va aussi lancer celle des Animals et devenir le manager de quelques groupes et artistes. Problème, la carrière de ses protégés ne progresse pas, car les labels rechignent à les signer. Avec Ronan O'Reilly, il n'y a pas de problème mais que des solutions. Les labels ne veulent pas de ses artistes? Pas grave, il monte un label et sort des 45 tours. Problème suivant, il faut maintenant que les gens entendent les disques. O'Reilly va voir la BBC afin que ses artistes soient diffusés à la radio. Réponse de la BBC, Sir, nous ne passons que des artistes déjà établis. Ce qui amène la question suivante, comment devenir un artiste établi si on ne nous permet pas de passer à la radio? O'Reilly trouve la solution, si la BBC ne veut pas de mes artistes, allons voir Radio Luxembourg. Bon, en même temps, le choix est maigre, comme je vous l'expliquais plus haut. Le boss de Radio Luxembourg reçoit l'Irlandais, mais lui rit au nez en lui montrant la grille des programmes où tous les créneaux ont été achetés par les majors. Et le boss conclut le rendez-vous par cette sentence, si tu veux que tes artistes aient une chance de percer, abandonne-les et espère qu'ils signent chez une major. O'Reilly ne se démonte pas et réplique, alors si après avoir managé des artistes, j'étais obligé de monter un label parce que personne ne voulait les enregistrer, et maintenant si je ne trouve pas de radio qui veut les diffuser, j'ai l'impression que la seule chose qu'il me reste à faire, eh bien c'est de monter ma propre radio. On se marre un bon coup chez Radio Luxembourg, et on montre la sortie aux jeunes Irlandais. Lors d'une soirée, il apprend que la radio américaine Voice of America diffuse ses programmes en Europe depuis un bateau. Ronan O'Reilly a alors la solution à son problème. Pour pouvoir créer sa propre radio et contourner le monopole de la BBC, il va ancrer un bateau dans les eaux internationales et installer à son bord un studio et des émetteurs. Ainsi, il ne sera pas soumis à la législation britannique et il va pouvoir diffuser ses artistes, mais aussi toute la musique que veut entendre la jeunesse. Radio Caroline lance ses programmes le 28 mars 1964 et devient immédiatement ultra populaire. Rapidement, on compte plus de 10 millions d'auditeurs pour la radio pirate. Le succès de Radio Caroline va aiguiser l'appétit d'autres aventuriers des mers qui vont s'implanter tout autour des îles britanniques. Quelques autres projets vont voir le jour, Radio London, Britain Radio, Swinging Radio England ou encore Radio 270, Radio 270 en français. Go, go! On 11:15 kilocycles, they tell me, in the medium wave band, this is Radio 270. The time is 7 o'clock. Bannerline News. Plus de 20 millions d'auditeurs ont l'oreille collée à leur transistor, branchés sur ces radios pirates. La BBC et le gouvernement de sa très gracieuse majesté vont répliquer en interdisant aux entreprises britanniques de faire de la publicité sur des médias basés hors des frontières du royaume. Privés de recettes publicitaires, les radios pirates vont couler les unes après les autres et criblées de dettes, Radio Caroline cesse d'émettre le 3 mars 1968. Elle reviendra plus tard sous d'autres formes, parfois encore sur un bateau. C'est aujourd'hui une web radio qui émet aussi en ondes moyennes depuis août 2017. L'aventure des radios pirates se termine ainsi, mais tout ça n'a pas été vain, puisque grâce à elle, toute la musique populaire de cette époque a pu être diffusée auprès du jeune public, le rock s'est disséminé dans les foyers et envahi la culture populaire. Devant le succès des radios pirates, la BBC a finalement consenti à créer une nouvelle radio destinée à la jeunesse, Radio One, une radio dont la programmation était calquée sur celle des radios pirates. D'ailleurs, de nombreux DJ qui bossaient avant sur les différents bateaux ont ensuite été recrutés pour animer Radio One. Avant de conclure cette chronique, je vous conseille de voir ou revoir Good Morning England, un film de 2009 largement inspiré par l'histoire de Radio Caroline. Il est 9h du soir et tous les culs cirés de la planète sont vautrés dans leurs pantoufles, sirotant leurs Xérès. Mais pendant ce temps-là, ceux qui aiment le rock et le roll vont encore une fois monter dans le grand 8 du rock'n'roll. Vous écoutez Radio Rock, je suis le comte et je compte sur vous pour le compte à rebours vers l'extase avec du rock all day and all of the night. C'est drôle, on retrouve une ambiance très Swinging London, la bande son est évidemment excellente, et pourtant ce fut un échec commercial. En tout cas, pour rendre hommage à Radio Caroline, la première radio pirate à avoir débarqué dans les transistors le 28 mars 1964, on va s'écouter le premier disque passé à l'antenne, les Rolling Stones avec Not Fade Away, numéro 3 au Top 40 UK en mars 64.
Bonjour tout le monde et bienvenue à la capsule 10.3 de Ce n'est que de la musique, le podcast qui ne manque pas d'air. Aujourd'hui on remonte 50 ans en arrière, en mars 1974, et on va évoquer Jacques Brel et un One Hit Wonder. Restez attentifs. Oui, je sais, ceux qui me connaissent un peu vont être très surpris de moi parler de Jacques Brel, mais l'histoire du jour commence en 1961 avec le Moribond. Adieu les mille, je t'aimais bien. Adieu les mille, je t'aimais bien. Tu sais, on a chanté les mêmes vins. On a chanté les mêmes filles, on a chanté les mêmes chagrins. Dans cette chanson écrite par Jacques Brel dans un bordel de Tanger, un homme sur le point de mourir fait ses adieux sur son lit de mort et autour de lui se trouvent un curé, sa femme et deux amis, Émile et Antoine. Et d'ailleurs, le dernier se tape madame. Mais mourant n'est pas rancunier donc tout va bien. Il y a un monsieur très mal poli qui a téléphoné, il voulait enculer Thérèse. Oui, mais c'est un ami. Ah bah ça va alors. En 1963, Rod McEwen, acteur et auteur-compositeur, adapte en anglais les paroles du Moribond pour en faire Seasons in the Sun. L'histoire change un peu, le héros est toujours en train de mourir, mais Antoine a disparu, le prêtre est remplacé par le père du mourant, et la femme est tout aussi volage, mais elle a désormais un nom, Françoise. 3 couplets au lieu de 4, on passe les 3 minutes, idéal pour le format radio de l'époque. Le Kingston Trio, un groupe folk ultra populaire aux États-Unis à la fin des années 50, en enregistre la première version et sort le 45 tours le 2 décembre 1963. Adieu Emile, my trusted friend. We've known each other since we were 9 or 10. Together we climbed hills and trees. Learned of love and ABC, skinned our hearts and skinned our knees. Adieu Emile, it's hard to die. La version du Kingston Trio n'aura pas trop de succès, mais elle va quand même arriver jusqu'aux oreilles des Fortunes, un groupe pop anglais qui en fera une cover qui sera classée numéro 4 aux Pays-Bas. You Emile, my trusted friend. We've known each other since we were 9 or 10. Together we climbed hills and trees. En 70, la version du Kingston Trio arrive également aux oreilles de Terry Jacks, un chanteur canadien qui avait auparavant un succès au sein de The Poppy Family, dans lequel il jouait de la guitare et faisait les chœurs, numéro 1 dans son pays et numéro 2 aux États-Unis avec Which Way You Going Billy. Terry Jacks réécrit un peu les paroles du Moribond adaptées par Rod McEwen afin de les rendre moins macabres à son goût. Le type est toujours mourant, Émile n'a plus de prénom, le papa est formidable et Françoise est devenue Michel, une épouse aimante, dévouée et sans doute fidèle. Il propose sa version aux Beach Boys et qui lui demande d'être le producteur pour une session d'enregistrement, notamment pour leur version de Seasons in the Sun. La session se passe mal et finalement la chanson ne sera pas retenue pour l'album. On retrouvera bien plus tard, en 2021, la version des Beach Boys sur une compilation. Adieu Emile, my trusted friend. We've known each other since we were 9 or 10. Finalement, Terry Jacks enregistre sa version de Seasons in the Sun à Vancouver en 73 dans le but de la sortir en 45 tours sur son propre label Goldfish Records. Sur la face B, on trouve Put the Bone In, une compo perso qui évoque l'enterrement d'un chien. Ah, ça, on savait s'amuser à l'époque. A noter que joue sur Seasons in the Sun un tout jeune David Foster, un gars qui va avoir un peu de succès dans sa carrière, puisqu'en tant qu'auteur, arrangeur ou producteur, il va être nommé 47 fois aux Grammy Awards et va en remporter la bagatelle de 16 pour son travail avec entre autres Earth, Wind & Fire, Barbra Streisand, la Beugleuse de Montréal, Michael Bublé, mais surtout son boulot sur la BO de Bodyguard et le célébrissime I Will Always Love You de Whitney Houston. Un peu la surprise générale, Terry Jacks devient numéro 1 du top 100 US avec Seasons in the Sun le 2 mars 1974. La Grande-Bretagne succombe à la fin de ce même mois de mars, et c'est ensuite le raz-de-marée. Suivent le mouvement l'Australie, la France, l'Allemagne, la Suède, l'Afrique du Sud, etc., etc. 14 millions de 45 tours seront vendus au total dans le monde. On imagine alors le paquet de dollars que le titre a engendré, et dire que Terry Jacks ne s'est même pas crédité comme co-auteur, malgré sa réadaptation de la traduction des paroles de Jacques Brel. Un Jacques Brel qui a dû voir son compte en box se remplir de droits d'auteur, alors qu'il avait arrêté de chanter 7 ans auparavant. Il était d'ailleurs en train de préparer un tour du monde à la voile avec sa fille et sa dernière compagne.
Terry Jacks retente le coup quelques semaines plus tard en adaptant Ne me quitte pas, mais cette fois sans succès. Seasons in the Sun fut le seul tube de Terry Jacks, c'est donc bien un One Hit Wonder. Et bien qu'aujourd'hui aux États-Unis cette chanson est considérée comme une des pires chansons pop jamais enregistrées, mais bon, les Américains connaissent pas nos chanteurs français, on va donc écouter Terry Jacks avec Seasons in the Sun qui fut un carton mondial en mars 1974. Goodbye to you, my trusted friend. We've known each other since we were 9 or 10. Together we've climbed hills and trees, learned of love and ABC, and skinned our hearts and skinned our knees. Goodbye, my friend, it's hard to die when all the birds are singing in the sky. Now that the spring is in the air, pretty girls are everywhere. Think of me and I'll be there. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun, but the hills that we climbed were just seasons out of time. Goodbye, Papa, please pray for me. I was the black sheep of the family. You tried to teach me right from wrong. Too much wine and too much song, wonder how I got along. Goodbye, Papa, it's hard to die when all the birds are singing in the sky. Now that the spring is in the air, little children everywhere. When you see them, I'll be there. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun, but the wine and the song, like the seasons, have all gone. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun, but the wine and the song, like the seasons, have all gone. Goodbye, Michelle, my little one. You gave me love and helped me find the sun. And every time that I was down, you would always come around and get my feet back on the ground. Goodbye, Michelle, it's hard to die when all the birds are singing in the sky. Now that the spring is in the air, with the flowers everywhere, I wish that we could both be there. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun, but the stars we could reach were just starfish on the beach. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun, but the stars we could reach were just starfish on the beach. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun, but the wine and the song, like the seasons, have all gone. All our lives we had fun, we had seasons in the sun, but the hills that we climbed were just seasons out of time. Bonjour tout le monde et bienvenue à la capsule 10.4 de Ce n'est que de la musique, le podcast qui ne manque pas d'air. Aujourd'hui on part pour mars 1984, une époque où le rap est encore très loin d'être le genre mainstream, mais bien que ce mouvement soit encore tout jeune, il commence à prendre de l'ampleur aux États-Unis. On rappelle que le premier titre à figurer dans le top 40 US est le Rapper's Delight de Sugar Hill Gang en janvier 1980. Le 28 mars 1981, le premier numéro 1 aux États-Unis avec des morceaux de rap dedans est l'œuvre de Blondie avec Rapture. Fab Five Freddy told me everybody slide. DJ spinning, I said, my, flash is fast, flash is cool. François, c'est pas flash ain't no dude. En France, le grand public fait connaissance avec le rap grâce à Chagrin d'amour et Chacun fait ce qui lui plaît. Cette chanson est numéro 1 pendant 6 semaines au hit parade, comme on l'appelait à l'époque, de la fin février à début avril 1982. Tant pis pour toi, il faut dormir. Alors je me sauve dans le matin gris. C'est plein de jours et pas de taxi. Les chats qui se tapent au petit ronron. Les éminents et petits bateaux. Les graines avaient été semées par les pionniers du rap et du hip-hop. Le public américain était désormais prêt pour la déferlante Run DMC.
Run DMC, c'est un trio formé en 82, un trio qui vient du Queens à New York, composé de Joseph Simmons, Daryl McDaniels et Jason Mizell. Le grand frère de Joseph Simmons, Russell Simmons, est promoteur de concerts rap et manager de Kurtis Blow. Kurtis Blow, c'est quelqu'un qui compte dans la culture rap puisqu'il a déjà 3 albums et quelques singles à son actif, notamment The Breaks, premier 45 tours rap à décrocher un disque d'or aux États-Unis en 1980. Breaks on the car, breaks to make you a superstar, breaks to win and breaks to lose. But these here breaks rock your shoes, and these are the breaks. Break it up, break it up, break it up. À force de traîner avec son grand frère et Kurtis Blow, Joseph Simmons finit par devenir le DJ de ce dernier et se fait appeler Run. Parallèlement à ce boulot de DJ de Kurtis Blow, Joseph Simmons fait des performances avec des amis du quartier, dont Daryl McDaniels. Simmons va pousser McDaniels à prendre le micro pour rapper lors d'un concert, et un duo se forme. Simmons et McDaniels entrent à l'université mais continuent de rapper devant leurs potes dans le Queens et c'est là qu'un certain Jason Mizell rejoint le groupe. Jason Mizell, qui se fera connaître sous le pseudo de Jam Master Jay, a un profil complètement différent de ses deux acolytes. Joseph Simmons est un rappeur, Daryl McDaniels s'est directement intéressé au platine et au mixage, les deux sont à l'université et étaient des gars tout ce qu'il y a le plus réglo. Jason Mizell a appris à jouer de la guitare, de la basse et de la batterie avant de toucher à une platine. Pas de cursus universitaire pour lui, mais quelques heures à apprendre l'art du cambriolage lors de son adolescence. Heureusement, ça lui est rapidement passé, et il va passer toute sa vie d'adulte à tenter de dissuader les autres de basculer dans la délinquance. Je vous la fais courte, mais Russell Simmons, le grand frère de Joseph, finit par céder et permet au groupe d'enregistrer à la condition que Daryl McDaniels prenne le pseudo de DMC, en référence à la DeLorean Motor Company, la marque de voiture préférée du producteur. C'est ainsi que le groupe devient Run DMC, un nom auquel personne ne croyait au sein du trio, et Run DMC enregistre donc It's Like That. Beaucoup de spécialistes considèrent It's Like That comme la première chanson de rap hardcore. Alors pour les non-spécialistes dont je fais partie, pour faire simple, le rap hardcore c'est le rap qui parle de la rue. Cette chanson va se classer 15e dans le top R&B américain en 1983, ce qui permet à Run DMC non seulement de se faire connaître auprès du public rap, mais surtout de lui donner le droit d'enregistrer un premier album. À signaler qu'It's Like That est ce qu'on appelle un sleeper hit, car 15 ans après sa sortie dans les bacs, et à la faveur d'un remix produit par Jason Nevins, cette chanson va devenir numéro 1 dans 12 pays, principalement en Europe. Run DMC sort donc l'album Run DMC le 27 mars 1984 et ce disque va marquer l'histoire puisque ce sera dès décembre 1984 le premier album de rap certifié disque d'or aux États-Unis, c'est-à-dire au moins 500 000 exemplaires vendus. Ce premier album va également faire partie de tout un tas de listes concoctées par des médias musicaux. Évidemment, Run DMC fait partie des 3 top 500 des plus grands albums de tous les temps établis par le magazine Rolling Stone. Mais si ce premier album de ce trio du Queens a autant marqué les esprits, c'est aussi à cause de Rockbox, un morceau où Run DMC mêle rock et rap. Comme l'a déclaré Questlove, le batteur des Roots, sans Rockbox, des groupes comme Public Enemy, les Beastie Boys ou encore Rage Against the Machine n'auraient pas été les mêmes. De plus, le rock et le rap seraient sans doute restés des formes d'art ségrégées. Voilà son impact. Et on n'oublie pas qu'en 1986, pour son 3e album, Run DMC s'associera à Aerosmith pour la version la plus célèbre de Walk This Way. Pour célébrer mars 1984, on va donc écouter Rockbox, qui en plus d'avoir fait le pont entre rap et rock, fut le premier clip de rap à passer sur MTV. Run, DMC, for you, fresh, but my middle name's Warren, and when I'm rocking on the mic, you should all applaud because we're willing, dealing. We got a funny feeling. We rock from the floor up to the ceiling. We're grooving, you're moving, it has been proven. We count the 7 beats because our music is soothing. We created, related, and often demonstrated. We're just a sucker MC, make the other suckers hate it. We're rhyming, surprising, and often hypnotizing. We always tell the truth, and then we never slip no lies. No curls, no braids, easy heads still get paid. Jamaica cut the record up and down the bus phase.
of a mic, that's what I say. And if I didn't say that, you say it anyway. But took party, come in the place, see the first thing come, the music in your face, girls on the wall, some on the floor with the DJ named Jay with the touch galore. So listen to this because it can't be missed, and you can't leave till you're dismissed. You can do anything that you want to, but you can't leave until we're through. So relax your body and your mind and listen to us say this rhyme. Hey, you might think that you have waited long enough till the rhyme was stated, but if the word test it would be graded. Drip or green, that's not debated. Nothing too deep and nothing dense, and all our rhymes make a lot of sense. So keep your butt to the cut, run amok, you're not in a rush. Each and everybody out there, we got the notion. We want to see y'all all in motion. Just shake, wiggle, jump up and down, move your body to the funky sound. Side to side, back and forth, we're the two MCs and we're gonna go off. Stand in place, walk or run, tap your feet, you'll be on the one. Just snap your fingers and clap your hands. Our DJ's better than all these bands. Huh! We got all the lines and all the rhymes. We don't drop dimes and we don't do crime. We make a little cake with Duncan Hines and never wear the plastic or the Calvin Klein. Cause Calvin Klein, no friend of mine. Don't want nobody's name on my behind. Knee on my leg, sneakers on my feet, D by my side and Jay with the beat. Bonjour tout le monde et bienvenue à la capsule 10.5 de Ce n'est que de la musique, le podcast qui ne manque pas d'air. Aujourd'hui on se projette en mars 1994, un mois qui débarrait bien mal pour la musique puisque le premier voyait le jour Justin Bieber. Mais heureux que nous étions à l'époque, pour faire écho à la capsule précédente qui mettait le rap à l'honneur, en écoutant la radio en France, on dansait sur le Mia, numéro 1 du top 50 pendant 5 semaines en mars et avril 94. Danse le Mia. Je danse le Mia. Et pour les amateurs de rock, nous étions en pleine période grunge, très exactement depuis juin 92 et le moment où Nirvana se trouve numéro 1 du top 50 avec Smells Like Teen Spirit. Bon, calmons-nous, la France n'est pas d'un coup devenue un pays rempli de jeunes gens aux cheveux longs portant des chemises à carreaux. Nirvana avait détrôné tout en haut du top 50 François Feldman avant de céder sa place à Pooh. Moi vouloir être un chat. Et je vous épargne la liste des numéros 1 suivants. Néanmoins, pendant ces années-là, nous autres amateurs de rock et de roll, on pouvait entendre sur nos radios spécialisées tout un tas de groupes américains dont une bonne partie venait de Seattle, le berceau du grunge. Nirvana donc, mais aussi Pearl Jam, Alice in Chains et Soundgarden. Soundgarden s'est formé en 1984 autour de Chris Cornell au chant et à la batterie, Kim Thayil à la guitare et le bassiste Hiro Yamamoto. Mais rapidement on cherche un batteur afin que Cornell puisse se consacrer uniquement au chant. Le groupe sort en 1988 Ultra Mega OK, son premier album, un disque qui a un son mélangeant MC5, les Stooges, Black Sabbath et Led Zeppelin pour la presse musicale américaine. Honnêtement ça sonne comme un compliment, mais pour les membres de Soundgarden, Ultra Mega OK est le résultat d'une erreur. Pour eux, le producteur ne comprenait pas ce qui se passait à Seattle et ce premier album n'avait pas le son espéré. Une erreur qui a pourtant amené Soundgarden sur la route du succès. Ultra Mega OK est nommé aux Grammy Awards dans la catégorie meilleure performance metal, un Grammy remporté fort logiquement par la chanson One de Metallica, et je ne dis pas ça parce que c'est ma chanson préférée de Metallica. Pour défendre Ultra Mega OK, Soundgarden part retourner des deux côtés de l'Atlantique et signe un contrat chez A&M Records, devenant ainsi le premier groupe grunge de Seattle à signer chez une major. Ce qui provoque évidemment la colère des premiers fans, sous prétexte que Soundgarden aurait vendu son âme au diable.
En 1991, Soundgarden sort son 3e album, Bad Motorfinger, et pour cette occasion, le groupe redéfinit entièrement son style musical. Bad Motorfinger vise les fans de métal grand public, et le résultat est au rendez-vous. Le disque connaît un grand succès, et Soundgarden devient alors le groupe majeur de la scène de Seattle, jusqu'à... Nirvana éclipse tout le monde avec Nevermind, mais Soundgarden prend l'inspiration et touche un large public avec les singles Outshine et Rusty Cage que vous avez entendu un peu plus tôt. Bad Motorfinger se vend à 1 million d'exemplaires, nouvelle nomination au Grammy Award de la meilleure performance metal, pas de bol, la même année où Metallica sort son Black Album. Et les Guns N' Roses engagent Soundgarden pour faire leur première partie lors de la tournée Use Your Religion. Expérience amère pour Chris Cornell qui déclare à l'époque « Ce n'est pas très amusant de chanter 35 minutes par jour devant 45 000 personnes qui n'avaient pas entendu nos chansons et ne s'en souciaient pas ». En 1993, Soundgarden est de nouveau nommé pour le Grammy Award de la meilleure performance métal grâce à sa reprise d'Into the Void de Black Sabbath. Pas de Metallica cette fois dans la liste de nominés, mais c'est Nine Inch Nails qui décroche la timbale. À l'automne, le groupe bosse sur son 4e album avec une grosse pression sur les épaules. Bien que premier groupe grunge à avoir signé chez une major, Soundgarden n'a pas encore eu de hit, ni de renommée internationale à l'instar de Pearl Jam ou de... Avec Michael Beinhorn, producteur des Red Hot Chili Peppers, le groupe s'ouvre à de nouvelles inspirations. Les textes ne sont pas franchement gays, toxicomanie, dépression et suicide sont au menu des réjouissances. Un suicide qui causera la mort de Chris Cornell en 2017. Mais avant ce funeste destin, le chanteur de Soundgarden deviendra enfin une des icônes du mouvement grunge. Super Unknown, ce fameux 4e album, va être un immense succès, numéro 1 au top album américain avec 6 millions d'exemplaires vendus, et enfin un Grammy Award de la meilleure performance métal grâce à Spoonman, et un autre pour la meilleure performance hard rock pour le tube de Soundgarden, Black Hole Sun. Une chanson écrite en un quart d'heure par Chris Cornell et qui reste un des plus grands tubes rock des années 90. On va bien évidemment finir avec Black Hole Sun, qu'on a pu découvrir pour la première fois sur l'album Super Unknown, sorti donc le 8 mars 1994. In my eyes, indisposed, in disguises no one knows, has the face, lies the snake, in the sun, in my disgrace, boiling heat, summer stench, neath the black the sky looks dead, call my name through the cream and I'll hear you scream again. Black hole sun, won't you come, wash away the rain. Black hole sun, won't you come, won't you come, won't you come. Stood a ring, cold and damp, steal the warm wind, tired friend. Times are gone for honest men, sometimes far too long for snakes. In my shoes, walking sleep, in my youth I pray to keep heaven send hell away. No one sings like you anymore. Black hole sun, won't you come, wash away the rain. Black hole sun, won't you come, won't you come. Black hole sun, won't you come, wash away the rain. Black hole sun, won't you come, won't you come. Won't you come? Hang my head, drown my fear, till you all just disappear. Black hole sun.
won't you come? Wash away the rain like all the sun. Won't you come? Won't you come? Won't you come? Bonjour tout le monde et bienvenue à la capsule 10.6 de Ce n'est que de la musique, le podcast qui ne manque pas d'air. Après le rap en 1984, le grunge en 1994, à l'occasion de cet épisode consacré au mois de mars 2004, on va parler de blues, et plus particulièrement de Robert Johnson, car le 23 mars 2004, Eric Clapton publiait son 15e album studio, Me and Mr. Johnson, un disque de reprise de chansons écrites et enregistrées par Robert Johnson, un bluesman surnommé par le Rock'n'Roll Hall of Fame comme la toute première rockstar. Mais en fait, cet homme est bien plus que ça. Sans Robert Johnson, toute la musique populaire aurait été différente, car il a influencé tant d'artistes majeurs, de Chuck Berry à Bob Dylan en passant par les Stones ou Led Zeppelin, et tout ça en enregistrant uniquement 29 chansons durant sa courte carrière. Mais qui est Robert Johnson ? California, from my sweet home, Chicago. Robert Johnson est né le 8 mai 1911 à Hazelhurst dans le Mississippi. Il grandit avec sa mère et sa sœur à Memphis, ville où il va choper le virus du blues. Situation familiale pas très simple car sa mère va plus ou moins l'abandonner et lui mentir sur l'identité de son père. C'est pas ce qu'on appelle un bon départ dans la vie. À l'adolescence, il se met à l'harmonica, puis vers 18 ans, il apprend à jouer de la guitare, une guitare sur laquelle il bricole un support pour installer son harmonica. Il commence évidemment par jouer du blues et à fréquenter d'autres musiciens chevronnés, notamment Charles Peyton, le père du Delta Blues. Malgré ça, Robert Johnson se définit comme paysan sur le relevé d'état civil quand il épouse Virginia Travis en février 1929. Son épouse tombe enceinte mais meurt en même temps que le bébé lors de l'accouchement en avril 1930. Toujours pas la joie pour Robert Johnson, comme vous pouvez le voir. Certains disent que c'est une punition divine tombée sur le bluesman car on ne joue pas impunément la musique du diable. Première apparition de Satan dans l'histoire. Robert Johnson sillonne alors les routes en essayant de gagner sa vie avec sa guitare et son harmonica. En 1931, il rencontre le guitariste Son House, déjà habitué des studios d'enregistrement. Le jugement de Son House est sans appel. Petit, tu ne sais pas jouer de la guitare, tu es fier les gens, contente-toi de ton harmonica. Robert Johnson retourne dans sa ville natale et est pris en main par Ike Zimmerman. Pendant 2 ans, il va bosser son jeu de guitare comme un mort de faim, puis il retourne voir Son House et ce dernier est émerveillé par les progrès de Johnson, des progrès qui ne peuvent être que le fruit d'un pacte avec le diable. Ça ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd et Robert Johnson raconte qu'un soir, alors qu'il s'endormait à une intersection près d'une plantation de coton, le diable lui est apparu, a accordé sa guitare, en a joué quelques notes, puis lui a rendu et enfin a disparu dans le vent. Et c'est depuis cette fameuse rencontre que Robert Johnson serait devenu un virtuose. Crossroads Blues, le blues de l'intersection en français, fait référence à cette fameuse histoire, même si les paroles n'ont rien de satanique. Cette chanson sera celle qui fera sa légende et sera énormément reprise depuis sa création en 1932, et notamment par un certain Eric Clapton au sein de Cream en 1968. That's all I've ever promised.
Robert Johnson a effectivement une vie de rockstar, il passe son temps sur la route pour les jouer d'un bar à un autre. Malgré une réputation croissante de jour en jour, l'argent ne rentre pas, même si son premier single Terraplane Blues se vend à 5000 exemplaires. Et bien sûr, Robert Johnson a une femme dans chaque port. C'est ce qui causera sa perte puisque le 13 août 1938, après un concert dans un bar de Greenwood, Mississippi, il est emmené chez un ami après un malaise. Après 3 jours d'agonie, il finit par décéder à l'âge de 27 ans. Sonny Boy Williamson, une autre légende du blues, raconte que dans ce fameux bar, un mari jaloux de voir Robert Johnson tourner autour de sa femme, lui a offert une bouteille de whisky empoisonnée à la strychnine. Mort à 27 ans, Robert Johnson est le membre fondateur du Club des 27, un club où le rejoindront plus tard Jimi Hendrix, Brian Jones des Rolling Stones, Janis Joplin ou encore Amy Winehouse. Si on sait où est mort Robert Johnson, on ne sait pas trop où il était enterré puisque 3 pierres tombales à sa mémoire ont été érigées. Et il est fort probable qu'aucune des 3 n'indique l'endroit exact où le cadavre de Johnson repose, puisqu'en raison de sa pauvreté, son corps a sans doute fini dans une fosse commune. 3 tombes, soit exactement ce qui fut pendant longtemps le même nombre de photos existantes de Robert Johnson. Une 4e a refait surface a été publiée par Vanity Fair en 2020, de quoi alimenter un peu plus le mystère autour de cet homme. Pour rendre hommage à la première grande légende de la musique populaire, mais aussi au diable sans qui rien n'aurait été possible, et enfin, pour retomber sur nos pattes, on va écouter Me and the Devil Blues, une chanson de Robert Johnson reprise par Eric Clapton, issue de l'album Me and Mr. Johnson, sorti le 23 mars 2004. Early this morning, knocked upon my door. Early this morning, you knocked upon my door. And I said, hello, Satan, I believe it's time to go. Me and the devil were walking side by side. Me and the devil were walking side by side. I'm gonna beat my woman until I get satisfied. She said you don't see why that I'm a dog around. My baby, you know you ain't doing it right. She said you don't see why that I'm a dog around. Well, it must be that old evil spirit so deep down in the ground. Bonjour tout le monde et bienvenue dans la capsule 10.7 de Ce n'est que de la musique, le podcast qui ne manque pas d'air. Alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il y a des chansons qui sont des tubes tellement énormes que tout le monde les a entendues. Et quand je dis tout le monde, c'est pas une figure de style. En mars 2014, je pense que même les sourds ont entendu Happy de Pharrell Williams, figure de proue de la bande originale de Moi Moche et Méchant 2. Et pour ceux qui ne remettent pas la chanson, rassurez-vous, ça passera à la fin de ce podcast. Pour ceux qui ne verraient en Pharrell Williams qu'un grand chapeau et un sac Louis Vuitton, rappelons que l'ami Pharrell a également une longue carrière derrière lui.
Né en 1973 en Virginie, Pharrell Williams monte un groupe de R&B en 1992 avec Chad Hugo, rencontré lors d'un camp d'été artistique alors qu'ils étaient collégiens. À l'époque, Pharrell jouait de la batterie et Chad du saxo ténor. Le groupe s'appelle The Neptunes et ils se font rapidement remarquer par le producteur Terry Riley lors d'un talent show au sein de leur lycée. Pour vous donner une idée du pédigré de Teddy Riley, sachez qu'en 1991, il a produit la moitié de l'album Dangerous de Michael Jackson. Et ça doit être ça le rêve américain. Si Teddy Riley était présent lors de ce talent show, c'est parce que son studio était juste à côté du lycée. Simple comme bonjour. Les Neptunes se sont engagés par Riley qui les fait bosser sur le premier album de son groupe Blackstreet. Your understanding is what brought us this far, never demanding. Une chanson co-signée par Pharrell Williams et Chad Hugo. Les années passent, le duo va se retrouver embarqué sur la production de projets beaucoup plus prestigieux, Jay-Z, Puff Daddy, Usher, Beyoncé, Justin Timberlake et même Britney. En août 2003, une étude montre que les Neptunes ont produit 20% des titres passant sur les radios anglaises et 43% des chansons entendues sur les radios américaines. Logiquement, les Neptunes décrochent le Grammy Award 2004 dans la catégorie Producteur de l'année. Parallèlement aux Neptunes, Pharrell Williams et Chad Hugo montent Nerd, un groupe qui se balade entre le rock et hip-hop en passant par le funk et le rap. Commercialement, les singles ne marchent pas trop, les albums s'en sortent honorablement avec des places dans le top 10 pour Fly or Die, le deuxième album de Nerd, dont est extrait She Wants to Move qu'on entend actuellement, et Seeing Sounds, le disque suivant. Pharrell doit être hyperactif comme garçon car à côté des Neptunes et de Nerd, il entame une carrière solo. Il faut dire qu'en plus de produire des singles ou des albums pour tout le monde en compagnie de son pote Chad, Pharrell Williams pousse également la chansonnette avec ceux qui l'emploient, Jay-Z, Britney, Snoop Dogg et déjà Robin Thicke. In My Mind, son premier album, sort en 2006, un album de rap et de hip-hop sur lequel des artistes aussi divers que Kanye West, Snoop Dogg, Jimmy Cullum et Gwen Stefani viennent faire des feats. Can you hear me now? Can I have it like that? You got it like that. Can I have it like that? You got it like that. Can I have it like that? You got it like that. Can I... Numéro 3 du top album US à sa sortie, 3 millions d'exemplaires vendus dans le monde, pas un carton certes, mais ça ne nuit pas à la réputation de Pharrell Williams dans le métier. Il se produit à Wembley lors du concert en hommage à Lady Di pour le 10e anniversaire de sa mort, il coproduit quasiment tout un album de Madonna et un autre pour Shakira. Ça, pour lui merci. Arrivent les années 2010, et pour commencer on fait appel à lui pour écrire la musique du film Moi Moche et Méchant, en collaboration avec Heitor Pereira et un certain Hans Zimmer à la production. Puis vient 2013, l'année de tous les records. Ça commence au mois de mars avec sa collaboration sur le single Blurred Lines de Robin Thicke, numéro 1 dans 25 pays, un des singles les plus vendus dans digital de toute l'histoire de la musique avec presque 15 millions de copies vendues, mais un procès en plagiat qui fera perdre 7,5 millions de dollars aux deux chanteurs à la faveur des héritiers de Marvin Gaye. Un mois plus tard, rebelote grâce au Daft Punk. She's up all night to the sun. I'm up all night to get some. She's up all night for good fun. I'm up all night to get lucky. Là encore, c'est le carton absolu. Et enfin, Happy, qui figure sur la BO de Moi Moche et Méchant 2, une chanson écrite par Pharrell Williams, mais qu'il destinait au départ au rappeur CeeLo Green. Elektra Records, la maison de disques de CeeLo Green, refuse la chanson car le rappeur est sur le point de sortir son album de Noël. Finalement, Pharrell Williams la garde pour lui et le résultat est phénoménal. Numéro 1 dans 25 pays, 22 semaines en tête de notre top 50, record à battre, et notamment tout le mois de mars 2014, date à laquelle Happy devient numéro 1 du top 100 US. Pour l'occasion de la sortie du single, un clip de 24 heures est proposé sur YouTube. Décomposé en 360 morceaux de 4 minutes, on y voyait tout un tas de gens célèbres ou non danser sur Happy en différents lieux, partout sur la planète. C'est donc enfin le moment d'écouter Happy de Pharrell Williams, le tube mondial de mars 2014. Clap along if you feel like a room without a roof.
waste your time. Here's why. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Because I'm happy. Clap along if you feel like that's what you want to do. Bring me down, can't none bring me down. Your love is too high. Bring me down, can't none bring me down. I said, bring me down, can't none bring me down. Your love is too high. Bring me down, can't none bring me down. I said, clap along if you feel like a room without a roof. Clap along if you feel like happiness is the truth. Clap along if you know what happiness is to you. Clap along if you feel like that's what you want to do. Clap along if you feel like a room without a roof. Clap along if you feel like happiness is the truth. Clap along if you know what happiness is to you. Clap along if you feel like that's what you want to do. Bring me down, can't none bring me down. Your love is too high. Bring me down, can't none bring me down. I said, clap along if you feel like a room without a roof. Clap along if you feel like happiness is the truth. Clap along if you know what happiness is to you. Clap along if you feel like that's what you want to do. Clap along if you feel like a room without a roof. Clap along if you feel like happiness is the truth. Clap along if you know what happiness is to you. Clap along if you feel like that's what you want to do. Bonjour tout le monde et bienvenue à la capsule 10.8 de Ce n'est que de la musique, le podcast qui ne manque pas d'air. Alors le podcast qui ne manque pas d'air certes, mais avec un animateur qui manque de voix comme vous pouvez l'entendre. Qui dit 8ème capsule du mois dit nouveauté, puisqu'après avoir passé en revue le mois de mars des années en 4 depuis 1954, il est l'heure aujourd'hui de parler d'un nouvel album, Happiness Bastards des Black Crowes. Au début des années 90, après une décennie de rock et pop synthétique, pas forcément toujours mauvaise au demeurant, il était temps qu'on ressorte les guitares des étuis pour voir de jeunes gens oser enfin faire du rock façon 70s. À la fin des années 80, les frères Robinson montent les Black Crowes depuis la banlieue d'Atlanta, Chris au chant et Rich à la guitare. Les inspirations sont donc plus respectables, Rolling Stones période Mick Taylor, Led Zeppelin, Otis Redding, le Velvet Underground et comme on vient du sud, le Allman Brothers Band. En 1990, les Black Crowes sortent leur premier album, Shake Your Moneymaker. C'est avec Hard to Handle, cover d'Otis Redding et deuxième single de l'album, que le groupe se fait connaître par le grand public. Les projecteurs se braquent alors sur les Black Crowes, couverture du magazine Rolling Stone, élu meilleur nouveau groupe américain de l'année, les critiques sont plus qu'élogieuses. Le public suit, puisqu'à la fin de l'année 1990, 1 million d'exemplaires de Shake Your Moneymaker seront vendus aux États-Unis. ZZ Top les engage pour faire la première partie de leur tournée américaine en mai 91, tournée dont les Black Crowes se feront virer, car Chris Robinson a critiqué sur scène le sponsor officiel de la tournée. Ce qui n'empêchera pas les Black Crowes de faire partie dès l'été suivant de la tournée Monsters of Rock, ouvrant ainsi pour Metallica et AC/DC. Après le premier album, vient toujours le problème du difficile deuxième album. Un problème ? Pas vraiment.
The Southern Harmony and Musical Companion arrive dans les bacs en avril 1992, monte à la première place des ventes d'albums aux États-Unis et la deuxième chez nos amis britanniques et canadiens. Les 4,45 tours tirés de Southern Harmony vont se placer à la première place du Top Rock Mainstream US, nouveau record à l'époque. Il faut dire que cet album est parfait, et je l'écoute toujours avec autant de plaisir plus de 30 ans après, alors que j'avais acheté le CD, après avoir entendu Sting Me et Remedy sur WeFM. Ça ne nous rajeunit pas tout ça. Avec ces deux premiers albums, les Black Crowes se sont assurés une place de choix dans le paysage rock américain, et même si les albums suivants marchent moins bien, leur réputation est intacte, au point qu'un certain Jimmy Page parte en tournée avec les Black Crowes pour jouer non seulement leurs chansons, mais aussi du Led Zeppelin, évidemment. Le 21e siècle ne sera pas simple pour les Black Crowes, les changements de line-up sont récurrents. Au total, depuis la création du groupe, 25 personnes ont fait partie des Black Crowes. Et puis n'oubliez pas que le groupe est mené par deux frères, et souvent ça tourne mal, demandez aux fans d'Oasis ce qu'ils en pensent. Chris et Rich se fâchent, se réconcilient, et les Black Crowes se séparent puis se reforment au gré de la relation des deux frangins. Pour vous dire à quel point ça a chauffé entre les Robinson, en 2011, Chris Robinson, le chanteur donc, a monté le Chris Robinson Brotherhood, la fraternité de Chris Robinson, un groupe dans lequel ne figure pas son propre frère. Mais depuis 2019, les frères Robinson se sont rabibochés et ont remis sur pied leur groupe. Pour fêter les 30 ans de leur premier album, une tournée est organisée, mais en 2020, elle est interrompue et on sait tous pourquoi. Entre réédition, album live de cette dernière tournée anniversaire et un EP de reprise, les Black Crowes ont fait patienter les fans jusqu'à la sortie d'Happiness Bastard le 15 mars 2024, le 9e album studio du groupe et le premier album original depuis 2009. Wanting and Waiting, que vous avez entendu en intro de cette capsule, avait été lancé en éclaireur dès janvier. Alors, que dire de cette Happiness Bastards ? Si on devait le résumer en un seul mot, ce serait compact. On a affaire à un bon bloc de rock'n'roll à l'ancienne, aucun souci là-dessus, mais un peu trop linéaire à mon goût, comme si on était sur l'autoroute, mais avec le régulateur de vitesse. Attention, les riffs de Rich Robinson sont toujours tranchants, la voix élimée de Chris Robinson fait le taf, mais ça manque de variation, tout ce qui faisait le charme de Southern Harmony. Et c'est sans doute pas un hasard si la pochette d'Happiness Bastard est justement peinte sur celle de Southern Harmony. Je vous propose de finir cette capsule avec Bedside Manners, la chanson qui ouvre Happiness Bastard, le nouvel album des Black Crowes, sorti donc le 15 mars 2024. It's got me down on my
Et voilà, l'intégrale du mois de mars est désormais terminée. N'hésitez pas à mettre des commentaires et des petites étoiles sur les plateformes qui le permettent, ou tout simplement envoyer un message à ce-n'est-que-de-la-musique@gmail.com, ce n'est que de la musique tout attaché et sans apostrophe, ou bien via les pages Facebook et Instagram de Ce n'est que de la musique, le podcast qui ne manque pas d'air. On se retrouve dès lundi 1er avril pour se replonger en 1954. D'ici là, amusez-vous bien, allez dans la paix et la joie du rock'n'roll, et comme disait l'autre, good night.